Lorino. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Lorino, professeur émérite à ESSEC Business School. Philippe Lorino, vous venez de coordonner avec Antonius Noébili Lanciano et Jonathan Sambugaro, Pratique de travail et dynamique organisationnelle, Presse universitaire de Laval, un ouvrage qui enfin nous apporte une perspective organisationnelle sur les questions sociales, sociétales, liées au travail. Et ça fait du bien. Voilà, ça manquait quand même dans le débat public, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de littérature de gestion qui manque dans le débat public. Ensemble, on va instruire une question que vous effleurez dans l'ouvrage, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas mettre à la poubelle le contrôle? Parce que vous avez beaucoup écrit sur le contrôle, Philippe Lorino, vous êtes un grand militant de l'apprentissage, vous avez conseillé de très grandes organisations. En aparté, en préparant cette interview, je rappelais que c'est vous qui avez conçu le CDK et le CTK, le coût de distribution du kilowattheure, le coût de transport du kilowattheure pour un grand énergéticien français, EDF. Aujourd'hui, c'est la crise partout et on sent un vrai pessimisme, c'est-à-dire de dire finalement, il faut peut-être repenser intégralement le problème. 30 ans, 40 ans après l'économiste et le manager, ça fait combien de temps? 30 ans? Oui, quelque chose comme ça. Après l'économiste et le manager, finalement, à force de ne pas réussir à convaincre l'économiste, peut-être que le manager doit définitivement abandonner. On va changer de voie. On va changer de voie. Alors, je vous écoute. Oui, alors effectivement, organiser sans contrôler. L'expérience acquise à travers de multiples expérimentations conduit à se poser la question, est-ce que finalement la notion de contrôle autonome, je dirais, contrôle autonome, contrôle compatible avec une logique d'émancipation des acteurs, n'est-il pas un oxymore? En d'autres termes, est-ce que vraiment on peut avoir contrôle et autonomie des acteurs, autonomie étant la voie de la capacité d'initiative, de l'innovation, de la créativité, du point de vue même de l'intérêt de l'organisation, pas seulement de l'intérêt individuel des acteurs. Cette question-là, je pense que pour en discuter, il faut d'abord essayer de dire de quoi on parle quand on parle de contrôle. Et je suis frappé par le fait que la littérature de recherche en gestion définit très rarement ce qu'on appelle contrôle. Dans beaucoup d'articles dans les revues internationales, on constate qu'il y a une hypothèse tacite selon laquelle organiser, c'est forcément contrôler. Qu'il y a un lien quasi d'identification, je dirais, entre organisation au sens processuel du terme, organiser, versus contrôler. Or, je crois que ce lien n'est pas aussi évident que cela, et face aux difficultés rencontrées par le contrôle, à toutes les critiques auxquelles il est exposé, qu'elles soient d'ordre éthique ou d'ordre technique et épistémique, je crois qu'il faut essayer de déconstruire un peu la notion de contrôle. C'est quoi le contrôle? Et à titre, avec Justine Arnaud, nous avons écrit un chapitre dans cet ouvrage collectif, nous tentons de caractériser les principes constitutifs du paradigme du contrôle. J'en citerai 5. Dans l'ouvrage, on les regroupe en 3 grandes pistes de réflexion, mais je dirais élémentairement, ils sont 5. Un premier principe, c'est l'orientation vers le passé. Le contrôle, la boucle du contrôle suppose qu'il y ait référence à des normes, mot très vague, ça peut être des valeurs, ça peut être des chiffres, ça peut être ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait eu quelque chose par rapport à quoi on peut contrôler. Une deuxième orientation fondamentale, c'est la séparation entre les fins et les moyens. Normalement, le contrôle s'intéresse aux méthodes et aux moyens et ne remet pas en cause les fins, notamment les fins ultimes. Troisième principe, c'est l'hétéronomie de l'activité humaine. Toute activité humaine doit répondre au moins partiellement à des normes et des règles qui lui sont fixées de l'extérieur. Un quatrième principe, c'est l'abstraction. Il faut arriver à s'abstraire de la singularité des situations, parce que si n'importe quelle situation est susceptible de déstabiliser le contrôle, il n'y a plus de contrôle. Et cinquième principe, c'est ce que j'appellerais d'un mot un peu peut-être jargonnant, le monologisme. C'est-à-dire qu'une fois que les arbitrages ont été faits, les grandes lignes ont été retenues, le contrôle véhicule une rationalité qui s'impose à tous. Eh bien, ces 5 grands principes s'avèrent des sources de difficultés aujourd'hui face à un monde qui est caractérisé par du changement permanent, de l'instabilité, de la surprise, de la complexité et de l'incertitude. Pas du petit changement. Du grand changement. Du grand changement actuel. Il s'agit donc plus de gérer dans le rétroviseur. Exactement. Dans le rétroviseur. Oui. Et donc ces 5 principes, comment on peut les reformuler? Alors, on peut en prendre le contre-pied directement et prendre le contraire. Et c'est tout à fait, on peut imaginer des organisations dans lesquelles on est essentiellement tourné vers l'exploration d'un avenir incertain, au lieu d'être tourné vers le passé,
dans lesquels on réexamine continuellement et de manière conjointe les fins et les moyens, sachant que le lien entre fins et moyens est indissoluble. Troisièmement, on reconnaît l'autonomie essentielle de l'activité humaine, notamment au niveau collectif, l'activité collective. Quatrièmement, on reconnaît l'importance des situations et le fait qu'elles peuvent être déstabilisatrices et que c'est comme ça. On ne va pas remettre en cause la légitimité de la situation. Là, on rejoint une sagesse ancienne, c'est celle de Mary Parker Follett au début du XXe siècle, qui parlait de la loi de la situation. La loi de la situation, il faut toujours partir, pour un bon manager, de la réalité d'une situation. Et le cinquième principe, c'est la pluralité, le pluralisme des perspectives légitimes et même essentielles, parce que c'est celui qui va éviter de faire des grosses bêtises. Reconnaître cette pluralité et organiser le dialogue entre les différentes vues, les différentes visions, dans la chaleur, dans le chaud de l'action, je dirais. Pas nécessairement en arrêtant tout et en disant, voilà, on va se réunir. Non, dans l'action, il y a des manières différentes de comprendre les situations et il faut organiser en permanence ce dialogue créatif et productif. Pour prendre la mesure de cette révolution copernicienne, pour ne pas dire du changement de paradigme, je vais prendre une formule. Dans le paradigme ancien, enfin dans le modèle ancien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si je prends maintenant la perspective pragmatiste, peut-être que je peux dire que simplement en formulant l'idée, la confiance exclut le contrôle. Voilà, finalement, et donc par quoi je remplace ce contrôle? Qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien, les 5 contre-pieds, je dirais, que je viens de citer, dessinent un portrait robot assez fidèle de ce que les pragmatistes appellent l'enquête, une culture d'enquête. Une culture exploratoire, une culture de dialogue, une culture de reconnaissance de l'expérience de terrain, etc. Alors, à quelle pratique ça correspond? Parce qu'on va me dire, tout ça, c'est des belles idées, c'est très abstrait, c'est très théorique. Mais ça correspond à des pratiques qui souvent existent déjà dans beaucoup d'entreprises de manière fragmentaire. Les équipes autonomes, la transparence de l'information, l'allègement du contrôle et de la hiérarchie, l'expérimentation, le recours à l'expérimentation, le fait d'avoir une vigilance continue vis-à-vis des situations en essayant de repérer, d'avoir des techniques de repérage des signaux faibles, de changement, repérage précoce de risques nouveaux, forme de reporting qui soit plus liée à l'expérience vivante des acteurs, c'est-à-dire des formes de reporting plus narratives que chiffrées. Bon, tout ça existe peu ou prou de manière fragmentaire dans les organisations. Et je pense que ce qui est en cause, c'est de dire, oui, mais ces éléments qui existent de manière fragmentaire, ne faut-il pas les regarder et les étudier de manière plus stratégique et plus systématique, comme les rudiments d'une nouvelle forme d'organisation, qui serait l'organisation dans laquelle prédomine la culture de l'enquête, plutôt que la culture du contrôle. Pour résumer, je dirais, passons d'un peu d'enquête dans le contrôle à un peu de contrôle dans l'enquête. La confiance n'exclut pas l'enquête, voilà. Exactement. Mais c'est une très jolie manière de repenser le problème. Pratique de travail et dynamique organisationnelle, Presse universitaire de Laval. Voilà, un ouvrage qui marque un tournant. Merci Philippe Lorineau. Merci Jean-Philippe.